Bonjour, ceci est le cours sur la précipitation des solides. Donc tout d'abord, je vais définir ce qu'est la solubilité. Quand on met du sucre dans le café, tout le monde sait qu'il se dissout, c'est l'intérêt de sucrer en fait. Mais si on met 3 sucres, on aura beau remuer le café, on n'arrivera pas à dissoudre complètement le sucre. Il arrive un moment où la concentration de sucre elle est trop importante et les molécules d'eau de la solution ne peuvent plus solvater le sucre, d'autant plus s'il y a déjà du café dans la solution liquide. Donc, quand on met trop de sucre dans le café, on dit que la solution elle est saturée. Saturée, ça veut dire que le solide qu'on a mis, il est en trop grande quantité et on n'arrivera pas à le dissoudre complètement. Mais si on a mis juste un sucre dans le café, là, on arrive à le dissoudre. Et dans la solution, il y aura uniquement une phase liquide, même si elle est colorée. Et donc, on dit qu'on a une solution qui est limpide. Ça veut dire qu'il n'y a pas de solide déposé au fond. Et le solide qui peut apparaître, c'est ça qu'on appelle un précipité. Alors, la définition de solubilité, la solubilité, on la note S. C'est la quantité maximale de solide que l'on peut dissoudre dans 1 litre d'eau. Et cette solubilité, on peut donner l'unité qu'on veut, soit des moles par litre, ou des grammes par litre, ou des grammes par millilitre. Donc, on a le choix d'exprimer l'unité qu'on veut, mais dans ce cas-là, il faut bien la détailler. Donc, cette solubilité, elle dépend du solvant. Le sucre, il est soluble dans l'eau, mais le sucre, il n'est pas solide, il n'est pas soluble dans un solvant comme l'éther, par exemple. Donc la solubilité, elle va dépendre si on veut dissoudre dans l'eau ou dans un solvant organique. La solubilité, elle dépend aussi de la température. Vous avez dû le constater déjà, quand on a du gras sur les mains, si on se lave à l'eau froide, le gras, il reste poisseux, il reste solide en fait. Alors que si on se lave les mains avec de l'eau plus chaude, le gras va partir, même sans utiliser de savon. Donc, la graisse, elle est soluble dans l'eau chaude, mais moins soluble dans l'eau froide. Et puis, les solutés initialement présents, c'est ceux que comporte la solution au début. Comme on a dit, si c'est du café, il y a déjà les molécules de caféine, le colorant, tout ça dans le solvant, et donc, mettre en plus du sucre, au bout d'un moment, ça devient difficile. Donc, premier exercice, on vous donne la solubilité de l'acide benzoïque. L'acide benzoïque, c'est un solide blanc. C'est le solide qu'on avait utilisé un peu avant Noël pour faire un TP. Vous deviez l'extraire d'une solution et ensuite vous l'aviez déposé sur des pignes et ça vous faisait des petits sapins de Noël enneigés. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait fait ça en décembre, bien avant le confinement. Donc la solubilité de l'acide benzoïque, elle est faible, 2,4 grammes pour 1 litre d'eau. On vous donne la masse molaire et on vous demande de changer l'unité, de calculer la solubilité S. Donc vous voyez, on l'appelle S de la même façon, on ne fait pas de différence. La seule différence qu'il va y avoir, c'est sur l'unité. Donc on vous la demande en mol par litre. Donc comment faire apparaître mol par litre à partir de grammes par litre que vous avez ici? Il va falloir éliminer l'unité gramme et faire apparaître mol. Donc par rapport à la masse molaire que vous avez ici donnée directement, juste avec l'analyse dimensionnelle, on voit que si on divise 2,4 grammes par litre par 60 grammes par mol, l'unité gramme elle va se simplifier. Le mol moins 1 qui est en bas va remonter et ça vous fait une unité en mol par litre. Donc, la valeur de solubilité en mol par litre, on divise la solubilité massique, 2,4, par la masse molaire 60 et on obtient cette valeur, 4 10-2 mol par litre.
Alors ensuite, on vous demandait de prévoir le résultat des expériences. Vous avez 1 litre d'eau. J'ai pris le volume le plus simple possible pour qu'il n'y ait pas de conversion. On met dedans 1 gramme d'acide benzoïque. Qu'est-ce qui va rester? En fait, au bout d'un moment, quand on atteint l'équilibre, ça veut dire qu'on a mis un barreau aimanté, on a agité. Tout le solide s'est complètement dissous. Et la solution, on va dire qu'elle est limpide. C'est-à-dire qu'on ne fait pas la différence entre la solution qui serait de l'eau pure et la solution où on a mis 1 gramme d'acide benzoïque. On aurait vu une différence si par exemple il y avait un colorant, mais l'acide benzoïque il est blanc et quand on le dissout dans l'eau, en fait on a l'impression que c'est de l'eau pure directement. Alors expérience 2, on met 2,4 grammes d'acide benzoïque dans 1 litre d'eau. Et vous voyez, ce n'est pas par hasard, 2,4 grammes, c'est exactement la valeur de la solubilité massique. Alors, pourquoi on a mis exactement la même valeur? En fait, c'est un peu un exercice théorique. On va supposer qu'on a mis exactement la quantité de solide qui correspond à la solubilité et on suppose qu'on n'aurait pas pu en dissoudre davantage. La solution, on dit qu'elle est juste saturée, c'est-à-dire c'est comme s'il y avait un petit grain de solide qui tournait dans le bécher avec l'agitation, le dernier grain de solide qu'on n'arriverait pas à dissoudre. Donc ça, c'est de la théorie, puisque même si on a une balance très précise, 2,4 grammes, on ne vous a pas donné suffisamment d'unités pour être précis au millième de gramme, par exemple. Et donc, là, on fait l'hypothèse qu'on est exactement à la même valeur de la solubilité. Donc, on dit que la solution, elle est à la limite d'être saturée, elle est juste saturée. Et l'expérience numéro 3, vous voulez mettre 4 grammes de solide dans 1 litre d'eau, vous agitez, et là, qu'est-ce qu'on constate? Il y a trop de solide. Donc, on ne va pas réussir à tout dissoudre. On va réussir à dissoudre la valeur de la solubilité. Donc, au bout d'un moment, quand on aura l'équilibre, on aura fait passer exactement 2,4 grammes de solide en solution, mais il va rester le complément pour aller à 4 grammes, 1,6 grammes de solide au fond du bécher. C'est-à-dire qu'au fond, ici, où il y a le barreau aimanté, il va rester de la poudre blanche qu'on n'arrivera pas à dissoudre. Donc là, on dit que la solution, elle est saturée, ça veut dire elle est en présence de solide au fond qu'on n'arrive pas à dissoudre. Alors l'influence de la température, j'en ai déjà parlé un petit peu avec la graisse qui est plus soluble dans l'eau chaude que dans l'eau froide. La solubilité en général, elle augmente. Ça, c'est de la logique, hein, la température augmente. Mais par contre, c'est l'inverse pour le calcaire. Le calcaire, il est moins soluble dans l'eau chaude. Résultat, il va se déposer dans les tuyaux d'eau chaude, puisqu'il est moins soluble. Quand il était présent dans l'eau froide, il était soluble, mais à partir du moment où on a fait passer l'eau chaude dans le chauffe-ballon pour chauffer l'eau, le calcaire qui était dissous dans l'eau froide va être moins soluble dans l'eau chaude et donc il va se déposer sur les tuyaux d'eau chaude. Et au bout d'un moment, dans les vieilles maisons, les tuyaux d'eau chaude, il y a très peu de débit parce qu'ils sont complètement entartrés par le calcaire, le tartre. Et donc, on n'arrive plus à avoir de l'eau chaude. L'eau froide arrive, mais pas l'eau chaude. Alors, paragraphe suivant, le produit de solubilité KS. Donc, vous voyez que par rapport à la solubilité S, on a rajouté K. KS, ça veut dire c'est la constante d'équilibre K qui est associée à la solubilité d'un solide S, KS. Donc, le produit de solubilité, c'est une constante d'équilibre et c'est le quotient de réaction à l'équilibre. Les constantes d'équilibre, c'est toujours à l'équilibre. Et il faut qu'il reste du solide, c'est-à-dire on est forcément, dans le troisième cas,
ici, où on a mis un excès de solide. Il y a la solubilité qui est passée en solution, donc on aura une certaine concentration, et il va rester du solide au fond du bécher. Alors, peu importe qu'il reste 1,6 g ou qu'il reste 1 kg, il faut juste qu'il reste du solide. Donc, le plus logique pour être économe, c'est d'en mettre le minimum pour qu'il en reste un petit peu. Ce n'est pas la peine d'en mettre davantage, puisqu'on n'arrivera pas à en dissoudre plus. Donc, le produit de solubilité, c'est le quotient activité des produits divisé par l'activité des réactifs. Donc, on va faire un exemple tout de suite. On vous demande de calculer le produit de solubilité de l'acide benzoïque. Alors, quelle est la réaction de dissolution? La dissolution, c'est quand l'acide benzoïque il est solide, vous le mettez dans le bécher avec votre spatule, vous agitez et il est passé dans l'eau en phase aqueuse. Donc, au fond du bécher, vous avez le solide et progressivement, ce solide va passer en solution aqueuse, il va se dissoudre. Donc, la définition du produit de solubilité, c'est la constante de la réaction à l'équilibre, c'est-à-dire ça correspond à l'activité des produits. Les produits, c'est l'état final. Donc, l'activité en phase aqueuse divisée par l'activité des réactifs. Les réactifs, c'est ce qu'on a au début, c'est l'acide benzoïque en phase solide. Alors, l'activité, c'est quoi? L'activité, ce n'est pas la même chose que ce qu'on appelle ici activité, hein. C'est un peu par hasard qu'on l'appelle pareil. L'activité, en fait, par définition, quand on a une espèce en phase aqueuse, l'activité, on va dire que c'est la concentration divisée par une constante C0 qui vaudrait 1 mol par litre. C'est le premier chapitre qu'on avait fait en début d'année. Donc, pourquoi on doit diviser par C0 égale 1 mol par litre? C'est parce qu'une constante d'équilibre, K, elle n'a pas d'unité. Vous voyez, ici, à la fin, je n'ai pas mis d'unité, donc on dit que c'est adimensionnel. Donc, l'activité d'une espèce soluble, comme l'acide benzoïque, ça va être la concentration divisée par C0 qu'on n'écrit pas. Et l'activité d'un solide, par convention, ça fait 1. Donc là, vous avez la valeur ici. Donc, on divise par 1. Et si on a un solvant, H2O, l'activité du solvant aussi, ça fera 1. Donc, puisqu'on est dans un cas où il reste du solide, on suppose qu'on a attendu l'équilibre et donc la concentration qu'on aura pu faire passer d'acide benzoïque à l'équilibre, ce sera la concentration maximum puisqu'on a attendu le temps nécessaire pour que ça se dissolve et qu'à la fin, il restait du solide. Si jamais on constate que tout le solide a disparu, ben, il suffit d'en remettre un peu, d'agiter et de voir si ça reste. Et donc, la concentration d'acide benzoïque maximum en mol par litre, la concentration ici doit être en mol par litre, ça correspond à la valeur qu'on a calculée ici, la solubilité en mol par litre, c'était 4, 10-2 mol par litre, ça c'est une concentration, il y a l'unité de concentration, mais par contre, quand on le reporte dans l'expression de la constante ici, c'est vrai que j'ai écrit concentration, mais implicitement, j'ai divisé par C0 égale 1 mol par litre, et donc l'unité mol par litre, ici, elle n'apparaît plus, puisque les constantes sont sans unité. Donc là, vous voyez qu'on a une valeur qui est faible, ça veut dire que la réaction, elle est défavorisée. L'acide benzoïque, il est peu soluble dans l'eau. La preuve, c'est que quand vous l'aviez extrait, l'acide benzoïque, vous l'aviez dissous dans l'eau chaude et en le laissant refroidir, il y a des cristaux qui étaient apparus comme des aiguilles qui avaient précipité, ça avait fait un peu comme de la neige. Donc, dans l'eau froide, en plus on avait mis des glaçons,
dans l'eau très froide, la solubilité elle est très faible et donc l'acide benzoïque, il avait précipité au fond du bécher et ensuite vous l'aviez filtré. Après, vous aviez pu faire les sapins de Noël avec les pignes pour certains. Alors ça, c'est dans le cas d'un solide moléculaire, c'est-à-dire que l'acide benzoïque qui est solide au moment où il se dissout dans l'eau, il reste sous la même forme. C'est-à-dire la molécule ne change pas au moment de passer en solution aqueuse. Elle est juste entourée par des molécules d'eau. Maintenant, on va voir le cas d'un solide ionique. Un solide ionique, l'exemple c'est le sel que vous mettez sur les frites ou sur la nourriture. Donc le sel, on dit que c'est un solide ionique parce qu'il est composé des ions Na+, et Cl-. Donc au moment où on va mettre du solide NaCl dans l'eau, il va donner des ions Na+ et Cl-. Ça veut dire que le solide, l'entité NaCl qui était cristallisée en faisant des molécules NaCl, au moment où ça passe en solution, ça vous donne deux ions différents. Une molécule en donne deux, alors que tout à l'heure, une molécule en donnait une seule, la même. Donc vous voyez la différence? Maintenant, on va avoir deux espèces produits, alors que tout à l'heure, il n'y en avait qu'une. Alors le sel, chlorure de sodium, c'est une des espèces qui se dissout le mieux dans l'eau. Regardez la solubilité, elle est énorme. Quand vous voulez saler l'eau pour faire des pâtes, par exemple, vous mettez 2 grammes par litre, pas plus, 3 grammes, parce que sinon après c'est trop salé et c'est pas bon, c'est immangeable. Donc cette valeur de solubilité, on la trouve dans la nature, on la trouve à un endroit qui s'appelle la mer Morte. C'est une mer où l'eau s'est évaporée, c'était une mer à la base salée, l'eau s'est progressivement évaporée et donc le sel, la concentration est devenue tellement importante que au fond ça a cristallisé. Et donc si on se baigne dans la mer Morte avec un masque, on arrive à voir au fond qu'il y a des sortes de cristallisation de sel et la densité de l'eau, elle est beaucoup plus importante que l'eau de mer classique parce qu'il y a beaucoup d'ions dedans. Ça veut dire que dans cette mer Morte, on flotte. Donc pour nager, on a l'impression d'être avec des bouées. On flotte, j'ai jamais essayé, mais bon, ça doit être amusant. Alors, première question, on vous demande de calculer la solubilité en mol par litre. Pourquoi il y a marqué ça? Je suppose que c'est à 25 degrés. Que vaut la solubilité en mol par litre? Donc, c'est comme tout à l'heure, on divise la solubilité massique par la masse molaire. Et là, vous allez trouver une valeur 6 mol par litre. C'est beaucoup plus important. Tout à l'heure, c'était 4,10-2 mol par litre pour l'acide benzoïque. Donc là, c'est très soluble. Alors, la réaction de dissolution, je l'ai déjà écrite. Donc, si on fait un tableau d'avancement, à l'état initial, qu'est-ce qu'on a? À l'état initial, on a NaCl qu'on a mis dans le bécher annexé. On a versé une grosse spatule. Et dans l'eau distillée initiale, on suppose qu'il n'y a pas d'ion, c'est-à-dire il y a 0 mol par litre d'ion Na+, et Cl-. Comment on va décrire l'état final? Eh bien, on va supposer que le solide, il y en a une bonne partie qui est passée en solution, c'est-à-dire qu'il va rester un excès de solide moins la valeur de la solubilité pour 1 litre. Alors, pourquoi j'écris de cette façon-là? C'est parce qu'un solide, on n'a pas le droit de donner une concentration en mol par litre. Je peux, pour les espèces solvatées, Na+, Cl-, donner la concentration en mol par litre, mais par contre, pour un solide, on n'a pas le droit puisque le solide, il n'est pas dans la solution. Il n'est pas compté dans le litre de solution aqueuse. Donc, dans le cas du solide, on va écrire excès
au début et excès moins la solubilité à la fin. Mais le plus souvent, dans les exercices, il suffit d'écrire toujours un excès. Il y a le même excès. Et c'est vrai qu'il y aura la solubilité qui a disparu, mais on s'en fiche parce que de toute façon, il suffit qu'il reste un tout petit peu de solide pour que ça marche. Donc, soit vous écrivez excès, soit vous écrivez excès moins la solubilité, mais de toute façon, ça ne change pas grand-chose. Ce n'est pas là que ça nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est ici. Les concentrations de Na+ et Cl-, ça va être S, la solubilité. Donc, s'il y a S mol par litre de NaCl qui passe en solution, on va obtenir S mol par litre de Na+ et S mol par litre de Cl-. Alors, l'expression de Ks, tout à l'heure, cette expression activité des produits surréactifs, il y avait un seul produit qui se trouve en haut et un seul réactif en bas. Là, cette fois, on va avoir deux produits. Donc, c'est toujours égal à la constante de cette réaction-là de dissolution à l'équilibre, sauf que cette fois, on va avoir deux termes. On va avoir Na+ et Cl-. Et quand on a plusieurs termes, attention, là, dans l'équation bilan, c'est une somme, mais dans le cas des constantes d'équilibre, on écrit une multiplication. On va multiplier l'activité de Na+. L'activité de Na+, c'est la concentration maximale possible. L'activité Cl-, lui aussi, c'est une espèce solvatée, donc ça va être sa concentration maximale. Et l'activité du solide NaCl, là, c'est pareil, c'est 1, comme tout à l'heure. Donc, on remplace les activités de Na+ multipliées par Cl- par les concentrations. Concentration maximum de Na+. Par définition, la concentration maximale de Na+ qu'on peut faire passer quand on dissout NaCl, c'est ce qu'on appelle S. Et S valait 6 mol par litre. Donc, si vous multipliez les deux concentrations 6 mol par litre, 6 fois 6, 36. Et par contre, on n'écrit pas l'unité derrière. Une constante d'équilibre n'a pas d'unité parce que quand j'ai écrit ça, implicitement, j'avais divisé par C0 égale 1 mol par litre. Excusez-moi, je peux poser une question, s'il vous plaît? Comment on a pu trouver une valeur numérique pour la constante d'équilibre si vous dites que les concentrations, là, Na+ max et Cl- max, c'est S et S. Enfin, on n'a pas déterminé de chiffre. Comment on peut avoir une valeur numérique? Le S, il est Ah déjà... non, non, mais c'est bon, non, autant pour moi, en fait, j'avais pas Le vu que S, il S. est là. Ouais, non, non, mais je suis nul. Mais Merci. non, c'est pas grave. Et par contre, il y avait une autre question, c'est Emeric, sursaturation, c'est quoi votre question? On ne parle pas de solution sursaturée. On dit la solution, soit elle est limpide, soit elle est saturée. Ah, la mer morte. Eh bien, la mer morte, en fait, la concentration de sel qu'il y a dedans, elle ne peut pas dépasser cette valeur-là, qui est la valeur maximum, en supposant que l'eau soit à 25 degrés. Et donc, quand l'eau s'évapore à cause de l'ensoleillement, eh bien, la concentration de sel n'augmente pas alors que il y a de moins en moins d'eau, et donc le sel va se déposer au fond. Et ça vous fait comme des cristallisations, comme du corail en fait. Donc là, on a trouvé une constante d'équilibre égale 36, et donc vous voyez que c'est beaucoup plus important que la valeur tout à l'heure K10-2. Alors, remarque, le système n'est dans un état d'équilibre que si le solide est présent en excès dans la solution. Donc, si dans l'expérience qu'on vient de faire, on n'avait pas mis un excès suffisant de solide, au lieu de mettre 350 grammes dans un litre, si on avait mis, mettons que 10 grammes, tout le solide
se serait dissous, mais les concentrations qu'on aurait ici, elles seraient beaucoup plus faibles que la valeur S maximum qui est égale à 6. Donc, si on met moins de sel solide que ce qu'on pouvait en mettre 350, la constante d'équilibre, elle va garder la même valeur. Par contre, cette constante d'équilibre, elle sera plus grande que le produit Na plus fois Cl- à l'équilibre. Tout à l'heure, on avait Ks égale le produit Na plus fois Cl-, mais uniquement dans le cas où il reste du solide et qu'on a les concentrations maximum. Si jamais on n'a pas mis suffisamment de solide, ça veut dire que les concentrations ici seraient plus faibles que 6 mols par litre. Et donc, on voit qu'au lieu d'avoir une égalité, on va avoir une inégalité. Ça veut dire que si on n'a pas suffisamment de solide, le produit Na plus fois Cl-, qu'on aura à l'équilibre, il sera plus petit que la valeur maximum qu'on aurait si il reste du solide. Donc, dans le cas de solution limpide, le Ks, il est strictement supérieur au produit des concentrations. On en aura besoin tout à l'heure dans le paragraphe suivant. Alors là, on était dans un cas où le solide en donne deux ions. Maintenant, on va voir un cas un tout petit peu plus compliqué. Dans le cas de l'iodure de cuivre 2, alors ça, 2 en chiffre romain, c'est le nombre d'oxydation. On l'a vu dans le paragraphe redox. Ça veut dire, c'est comme si on avait Cu2+. Dans CuI2, on a Cu2+ cristallisé en présence iodure. En présence d'ion iodure, iodure c'est I-. Donc la réaction de dissolution dans l'eau pure, c'est CuI2, le solide, donne les ions Cu2+, et 2 fois I-. Alors, vous remarquez ici, on a dit que c'est l'iodure de cuivre. On n'a pas dit que c'était le diiodure de cuivre. Normalement, on aurait dû l'appeler comme ça, le diiodure, parce qu'il y a 2 atomes d'iode, il y a 2 I-. Mais comme on a précisé de cuivre 2 ça veut dire Cu2+, et comme on parle d'un solide, forcément quand c'est cristallisé, les charges, les 2 charges plus ici, doivent être compensées par 2 charges moins. Donc on a le droit de dire juste l'iodure de cuivre, parce que c'est implicite que comme on a un solide globalement neutre, alors il y aura forcément 2 charges moins pour neutraliser les 2 charges plus, et donc ce sera du CuI2. Alors le tableau d'avancement, la différence par rapport à tout à l'heure, la première ligne, c'est la même. On suppose qu'on a mis avec une spatule le solide dans le becher, et puis on va regarder si ça va se dissoudre. Mais au début, comme on a de l'eau distillée, on n'a pas du tout ni d'ion cuivre, ni d'ion iodure. Donc, si on attend suffisamment longtemps que l'équilibre s'établisse, on va dire c'est comme si il restait du solide moins la solubilité, c'est-à-dire ce qui a disparu. Et là encore, on peut l'écrire comme ça, mais en général, on ne se donne même pas la peine d'écrire moins S. On dit il reste du solide, on sait qu'il en reste, et peu importe combien il y en a. Peu importe s'il en reste un peu ou beaucoup. Donc le S ici, il est facultatif, on n'est pas obligé de l'écrire. Alors, là, vous voyez que 1 mol de solide donne 1 mol de Cu2+. Donc, si j'ai fait disparaître S mol de solide, j'aurais fait apparaître S mol de Cu2+. Par contre, là, vous voyez qu'on a I-,
si on fait apparaître une mole de Cu2+, on a 2 moles d'ion iodure. Donc, il va y avoir 2 fois plus d'ion iodure que d'ion cuivre. Donc là, on aura 2S. Il ne faut pas oublier le coefficient stoichiométrique qui vient de là. D'accord? Comme il y a 2 I-, alors on en aura dissous 2 fois plus. Alors, comment va s'écrire l'expression de la constante Ks? La somme qui est ici, elle se transforme en multiplication dans le calcul de constante d'équilibre. En multiplication ici. Et comme on a 2 I-, c'est comme si on avait Cu2+, plus I-, plus I-. Donc, on va multiplier 3 termes et le I-, on va le multiplier 2 fois. Ça veut dire que c'est comme si on écrivait au carré. Donc, la constante d'équilibre, c'est l'activité de Cu2+ une fois l'activité de I- au carré, I- fois I-. Et au dénominateur, on divise par l'activité du réactif solide. Donc, dans le cas d'espèces solubles, comme on a vu tout à l'heure, je remplace l'activité par la concentration maximale, puisque je suis dans le cas où il reste du solide. Concentration maximale de Cu2+, là c'est facile en remplaçant, c'est S, ici, multiplié par la concentration de I- maximum au carré. La concentration de I- c'est 2S, et 2S au carré. Donc attention dans l'expression, là en exercice de colle, je vois souvent des erreurs parce que le 2, il apparaît à la fois ici parce qu'il y en a 2 fois plus et aussi au carré parce que dans l'expression des constantes d'équilibre, comme il y a 2 I-, on a le carré. Donc le 2, il apparaît 2 fois. Donc finalement, quand vous faites l'application, vous développez, 2 au carré, ça fait 4. Et S au cube. Donc, comment on trouve la solubilité S en mol par litre de l'iodure de cuivre dans l'eau pure? On vous a donné la valeur de Ks égale 4×10-12. Donc, vous voyez que tout à l'heure, la constante Ks, on l'a calculée. Ici, on vous la donne. Donc, on va utiliser l'expression Ks pour trouver S. Donc, Ks, c'est 4×10-12. Et c'est aussi égal à 4S³. L'expression que je viens de trouver ici. Donc, pour trouver S, on divise KS par 4. Donc là, vous voyez que même sans calculatrice, on y arriverait. Donc, S divisé par 4, il va rester juste 10,12. Et il faut faire la racine cubique de 10,12. Et racine cubique, c'est comme si la puissance, on l'a divisée par 3. Et donc, la réponse, ça va être 10-4 mol par litre. La solubilité de l'iodure de cuivre, elle est de 10-4 mol dans 1 litre. C'est relativement faible hein, par rapport à tout à l'heure, celle du sel qui était à 6 mol par litre. Alors maintenant, je vais vous parler de l'effet d'ion commun. L'effet d'ion commun, c'est ce qu'on observe si une solution contenait déjà au départ soit l'anion, soit le cation qui provient du solide. Et même, ça peut être les deux. Donc, vous voyez, au début, tout à l'heure, Cu2+ et I-, je supposais que je n'en avais pas. Et donc, la solubilité, on l'a calculée directement à partir de aucune mol par litre de Cu2+ ou I-, et on faisait apparaître S ou 2S. Si jamais la solution contenait déjà au départ
soit Cu2+, soit I-, eh bien la solubilité S qu'on peut faire passer du solide dans cette solution, elle va être plus faible. Donc la solubilité diminue fortement. Ça veut dire que la solubilité dans la nouvelle solution elle sera plus petite. Et ça va vous permettre de faire une approximation. Un exercice. Utiliser l'effet d'ion commun, ça vous permet de faire une approximation et à partir de là, vous allez gagner du temps dans l'exercice. On va voir ça tout de suite. Donc, je reprends le même énoncé que tout à l'heure, l'iodure de cuivre 2, sauf que cette fois, je veux le dissoudre dans une solution d'iodure de potassium. C'est-à-dire, au lieu d'avoir pris un bécher avec de l'eau distillée, j'ai un bécher avec une solution K+, plus I-, c'est-à-dire une solution qui contient déjà les ions iodures qu'on va trouver dans l'iodure de cuivre. Donc là, vous voyez que I-, il est en commun et la solubilité, je l'ai appelée S', c'était pour l'appeler autrement, ce n'est pas une dérivée, hein, c'est juste une valeur différente. La solubilité S' de la solution, on sait qu'elle sera plus petite que la valeur S qu'on a trouvée tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait trouvé que S était égal à 10-4. Donc, je sais déjà que S', ici, S' sera plus petit que S, parce que la solubilité diminue fortement. Alors, quelle est la réaction de dissolution de l'iodure de cuivre dans la solution? Eh bien, cette réaction, c'est exactement la même que tout à l'heure. La dissolution dans l'eau pure ou dans une solution qui contient des ions, c'est exactement la même équation. Le solide va donner deux ions différents, Cu2+, et puis I-. Par contre, là où ça va changer, c'est dans le tableau d'avancement. Dans le tableau d'avancement, au début, le solide, on dit qu'on en met un excès, une bonne spatule. Cu2+, il y en avait combien dans la solution d'iodure de potassium? Bien 0, puisque la solution d'iodure de potassium, c'est K+, I- et puis du H2O, et on ne vous dit pas qu'il y a autre chose, donc on suppose que c'est 0. Et puis, pour I-, quelle va être la concentration de I-? Alors là, vous avez deux possibilités, soit vous écrivez directement 0,1, soit vous écrivez 0,2. Est-ce que c'est 0,1 ou 0,2? En fait, la concentration qu'on écrit ici, en mol par litre, elle est indépendante du fait qu'on crée une mol de I-, 2 ou 3 mols. Donc là, la concentration qu'on met ici, c'est la concentration directement de la solution K+, plus I-. Même s'il y a 2 mols par litre, ici, ça n'influence pas le résultat. Alors ensuite, on suppose que la solubilité S' a réussi à passer dans la solution. Donc le solide, il va en rester un excès moins S', avec ceci moins S' facultatif. Donc on n'est pas obligé de l'écrire. Cu2+, à partir de 0, on a fait passer S' mol par litre, la nouvelle solubilité. Et I-, on a la valeur qu'on avait au début, 0,1, plus ce qu'on a dissous qui vient du solide. Comme tout à l'heure, on en avait dissous 2S. Là aussi, on en a dissous 2S' en plus de ce qu'on avait tout à l'heure, 0,1. Donc, c'est 0,1 plus S'. Alors, l'expression de KS, elle va être exactement pareille que tout à l'heure. C'est l'activité de Cu2+, fois l'activité de I- au carré, parce qu'il y en a deux,
là vous avez au carré, sur l'activité du solide. Donc ça va s'écrire exactement de la même façon, que l'on soit dans l'eau pure ou bien dans la solution différente. La concentration CU2+ maximum, c'est S'. Donc S', je vais le remplacer ici. Et la concentration de I- dans la solution maximum, cette fois, ça va être 0,1 plus 2S'. Et n'oubliez pas, au carré. Donc ma formule, cette fois, ce sera S', c'est la concentration CU2+, multiplié par 0,1 plus 2S', la concentration I-, le tout au carré, à cause du coefficient 2, qui est ici le carré. Alors, comment on fait pour résoudre une solution de cette équation? Il faut résoudre en fait Ks. La valeur de Ks, c'est la même valeur que tout à l'heure, puisque par définition, le produit de solubilité, c'est une constante d'équilibre qui ne change pas. Elle dépend que de la température. Le solvant, c'est toujours de l'eau, même s'il y a des ions dedans, le solvant de base, c'est l'eau. Donc, Ks égale K10-12, ça ne change pas, égale à l'équation qui est ici. Donc, vous avez une équation du degré 3, puisqu'il y a des S' au carré. Et quand vous développez, multiplié par S', ça va vous faire S' au cube. Donc, vous avez une équation du 3e degré que vous pouvez résoudre à la calculatrice. Donc, si vous savez programmer votre calculatrice, elle peut vous résoudre une équation compliquée. Mais dans le cas d'une équation du 3e degré, vous risquez d'avoir 3 solutions. Donc, il faudra choisir la bonne. S'il y a des valeurs négatives, vous saurez que celles-là, on les élimine. Mais si vous avez 2 valeurs positives, vous allez être embêté. Donc, l'autre possibilité, c'est de faire une approximation. L'approximation en utilisant la remarque sur l'effet d'ion commun. Donc, on sait que la solution contenait déjà au départ l'ion qui va venir du solide. Donc, ça veut dire que le S' qu'on va trouver sera plus petit que la solubilité de tout à l'heure qu'on avait calculé 10-4 mol par litre. En général, un exercice comme ça, on vous pose d'abord la question trouver la solubilité dans l'eau pure et après dans une solution différente. Et donc là, le S, vous connaîtrez déjà sa valeur, 10-4, et vous saurez que S' il est plus petit que 10-4. Donc S' est plus petit que 10-4. À quel moment S' on en a besoin? On en a besoin ici dans un produit. Donc là, on ne peut pas simplifier S' par rapport à autre chose, parce que si S' tendait vers 0, le produit ici tend vers 0, vous ne pouvez pas faire de simplification. Donc le terme S' multiplié par celui-là, vous ne pouvez pas le simplifier. Par contre, la somme ici, vous allez pouvoir la simplifier. La somme, on va dire que 0,1 plus 2 S', c'est quasiment égal à 0,1. Puisque S', il est plus petit que 10-4. Et donc 2 S', c'est plus petit que 2 10-4. Ça fait à peu près 500 fois plus petit que 0,1. Donc ça veut dire que ce terme-là, on pourrait le simplifier, l'approximer en prenant comme valeur 0,1. Donc dans le calcul, l'équation du 3e degré qui est ici, on va dire que c'est quasiment S' fois 0,1 au carré. Donc ce terme dans la parenthèse, on va dire c'est quasiment 0,1 au carré, ça fait 10-2.
Et à partir de là, l'équation qu'on avait écrite, l'équation non simplifiée, là, il y a une égalité. Et maintenant, on va dire c'est à peu près égal à S' fois 10-2. Et KS, comme c'était 4 10-12, ça veut dire que 4 10-12, c'est quasiment égal à S' fois 10-2. Donc, quand on fait le calcul, c'est comme si divisé par 10-2, c'est comme si on multipliait par 100. C'est comme si on avait S' égale à 4 10-10 mol par litre. Donc là, vous voyez que la solubilité, je lui ai donné une unité, mol par litre. Mais la constante Ks n'a pas d'unité. Donc Ks n'a pas d'unité et le S' qui est ici au cube, en fait, c'est S' divisé par C0 égale 1 mol par litre. Le divisé par C0, il est implicite. Je ne l'écris pas parce que ce serait trop long à écrire partout, mais on se rappelle que S' dans l'équation n'a pas d'unité. Par contre, une fois que vous donnez son résultat, 4 10-10, là, vous devez donner l'unité. Parce que si on ne donnait pas l'unité, S', on ne saurait pas si c'est en mol par litre ou en grammes par litre, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Quand on a fait une approximation, il faut absolument vérifier que l'approximation est correcte. Mon approximation, c'était que S' devait être plus petit que 10-4. Et à partir de là, où j'ai supposé que c'était plus petit que 10-4, j'ai trouvé une valeur qui vaut 4 10-10. Donc, vérification, on a bien 4 10-10 qui est plus petit que 10-4. Donc, l'approximation est correcte. Ça veut dire que j'ai eu le droit de la faire. Et donc, on en reste là pour ce calcul, puisqu'on suppose que le résultat est valable. Donc, pour ceux qui ont une calculatrice numérique et qui savent s'en servir, vous pourrez essayer de résoudre directement cette équation et vous allez voir que vous allez trouver quasiment pareil, soit 3,99 10-10 ou bien 4,02 10-10, mais cette valeur-là. Donc, l'approximation, ça fait juste gagner beaucoup de temps. Alors, paragraphe suivant, là, je vais vous montrer un autre type d'exercice qu'on peut vous poser. C'est, on mélange deux solutions qui contiennent des ions. Par exemple, une solution qui contient Na+, et une autre solution qui contient Cl-. Et on veut savoir soit si le mélange des deux va rester limpide, c'est-à-dire une seule phase et il n'y a pas de précipitation, une seule phase liquide homogène, ou bien est-ce qu'il va se former un précipité, donc mélanger du Na+ avec du Cl-, est-ce qu'il va se former un précipité de NaCl, un solide qui apparaisse au fond du bécher, c'est-à-dire là on va avoir un mélange hétérogène avec une phase liquide et une phase solide, et donc le but c'est de savoir quel des deux critères on va obtenir. Alors, pour résoudre un exercice de ce type-là, il y a une méthode qui est un peu déroutante. C'est que, au lieu de dire on a au départ des ions qui vont donner du solide, on raisonne à l'envers. C'est-à-dire, on raisonne est-ce que le solide va complètement se dissoudre ou pas. Donc, il va falloir calculer le quotient de réaction initiale, mais quand je dis quotient de réaction de dissolution. La dissolution, c'est cette équation-là. Alors, la méthode de résolution, même si elle paraît compliquée à comprendre, en fait, elle va donner des résultats extrêmement rapidement, parce que tout à l'heure, on a dit, si vous vous rappelez, ici, on avait dit
La valeur 36, c'est la valeur qu'on obtenait s'il reste du solide. Et donc, on a KS égale 36 si le solide existe. Et si on n'a pas mis suffisamment de solide, c'est-à-dire tout est passé en solution, alors le produit des deux, ça fera une valeur plus petite que la constante d'équilibre. Donc, pour savoir si en mélangeant des espèces, le solide va exister, on va raisonner sur la réaction de dissolution où les ions sont en tant que produit et le solide est en tant que réactif. Alors que dans le problème, on mélange une solution qui contient Na+, avec une autre solution différente qui contient Cl-. Est-ce qu'il va se former le solide NaCl? Vous voyez que la réaction, on devrait l'écrire dans l'autre sens. Mais pour raisonner, on va partir sur le produit des concentrations des ions et comparer à la valeur de la constante d'équilibre. Donc, pour savoir si ça reste limpide ou s'il va se former un précipité, on doit calculer le quotient de réaction de la réaction de dissolution, quotient de réaction initiale, c'est-à-dire au moment, à l'instant où on vient de mélanger. Et on doit le comparer à la valeur Ks qu'on vous aura donnée normalement dans l'énoncé. Donc, exemple, une solution contient des ions Na+, et l'autre solution contient Cl-, on mélange les deux. Est-ce que le solide NaCl va se former? Alors, étant donné la très grande solubilité de NaCl, c'est quasiment sûr que le solide ne va pas se former. Donc, c'est un mauvais exemple. Là, c'est sûr que ça ne va pas se former, mais on est dans l'idée, j'essaie de vous faire comprendre comment ça marche. Donc, on se demande, est-ce que le solide va apparaître? Donc, dans le mélange initial, vous avez des concentrations initiales de Na+ dans le mélange et Cl- dans le mélange. C'est des concentrations différentes des concentrations initiales des solutions au début. Donc, il faut regarder quel volume on a mélangé de chacune et trouver la concentration à T égale 0. Et ensuite, on regarde la valeur du quotient de réaction initiale. Donc, le quotient de réaction, vous voyez que ça correspond bien à la réaction NaCl, le réactif solide, ça fait 1, donne les ions, ici, en concentration, puisque c'est soluble. Implicitement, c'est divisé par C0. Et donc, vous pouvez calculer ce quotient de réaction initiale, puisque vous connaissez les concentrations qu'on vous a données. Et là, vous allez avoir trois possibilités. Soit le quotient de réaction initiale QR0 que vous venez de calculer, soit il est plus petit que Ks, soit il est égal à Ks, soit il est supérieur à Ks. Donc, il y a trois choix. Alors, le choix du milieu, la limite de saturation, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est comme si on était sur le fil du rasoir entre, d'un côté, soit il y a du solide, soit il n'y en a plus. C'est tellement une limite fine qu'en général, dans les exercices, on n'y est pas. On ne pose pas ce cas-là. Donc, concrètement, vous aurez soit le premier, soit le dernier. C'est très peu probable que vous soyez pile au milieu. Alors, première possibilité, ici, vous venez de calculer le quotient de réaction et vous trouvez une valeur plus petite. Par exemple, Na+, on a 1 mol par litre et Cl-, 2 mol par litre dans le mélange initial. Si vous faites le produit des deux, ça vous fait 1 fois 2 égale 2. Par rapport à 36, c'est plus petit. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les ions Na+, et Cl-, ils sont en concentration faible et chacun des ions va être entouré de beaucoup de molécules d'eau. Et donc, ces ions ne vont pas pouvoir se rencontrer, entre guillemets, ils ne vont pas pouvoir faire une précipitation parce que chacun est entouré comme s'il avait des gardes du corps
et ils ne vont pas pouvoir réagir ensemble pour faire du solide. Donc, si votre produit QR0 est plus petit que KS, alors on dit que la solution elle reste limpide. Attention, limpide, ça ne veut pas dire incolore. Hein. Limpide, ça veut dire qu'il n'y a pas de solide au fond. NaCl n'est pas formé. Si on était pile à la valeur KS, donc c'est vraiment de la chance, on appelle ça la limite de saturation. Donc, on pourrait voir un tout petit cristal de solide et la solution, on dit qu'elle est juste saturée, c'est-à-dire on est à la limite exacte où dès qu'on va mettre du solide, il ne pourra plus se dissoudre. Ou le troisième cas, celui-là, il est plus probable que celui du dessus. Donc, si jamais vous avez mélangé trop d'ions en solution, ça veut dire qu'il n'y a pas suffisamment de molécules d'eau pour entourer les ions Na+, et Cl-. Et dans ce cas-là, les ions Na+, Cl- vont réagir ensemble pour faire du solide. Le solide, il va tomber au fond du bécher. Il ne nécessite plus d'être entouré par des molécules d'eau. Et donc, la concentration des ions va diminuer jusqu'à atteindre la valeur d'équilibre KS. Donc, ce cas particulier, si à l'instant initial, vous avez une valeur qui est trop grande, alors ça veut dire que vous avez trop d'ions en solution. Ce n'est pas un état d'équilibre. Et donc, la réaction de précipitation, elle va se poursuivre jusqu'à ce que les ions aient diminué en quantité et qu'on retrouve une valeur égale à la constante Ks. Et là, on va dire qu'on observe un précipité. Mais au moment où vous voyez la précipitation se faire, ça veut dire que le quotient de réaction ici, il va changer, il va diminuer jusqu'à atteindre à l'équilibre la valeur Ks. Donc à l'équilibre, l'état d'équilibre, on le trouvera avec l'égalité quotient à l'équilibre égale Ks. Donc on va faire tout de suite une application. Donc on mélange deux solutions limpides de nitrate d'argent. Alors ces ions-là que je vous donne, au bout d'un moment, il faudra les connaître. Hein. Donc nitrate d'argent, dans un exercice, on ne sera pas obligé de vous dire que c'est Ag+, plus NO3-. Ça fait partie des ions qu'il faut connaître. Donc nitrate d'argent et chlorure de potassium. Et on ne vous dit rien d'autre. Donc ça veut dire que on va supposer qu'il n'y a pas de cuivre, qu'il n'y a pas d'iode, qu'il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas d'Na+. On suppose qu'il y a uniquement les ions comme vous a dit. Ensuite, on vous dit que le produit de solubilité du chlorure d'argent AgCl, il a une certaine valeur. Donc là, si on vous parle de produit de solubilité d'une espèce, c'est que celle-là, elle est solide. AgCl, c'est un solide. Ce n'est pas une espèce soluble. Et on voit qu'AgCl, il va être formé entre Ag+, et Cl-. Il faut forcément un cation et un anion. Et comme on ne vous parle pas d'un solide qui serait K+, NO3-, KNO3, on n'en parle pas. Donc ça veut dire qu'on suppose que KNO3, c'est infiniment soluble, et donc ça ne va pas former un précipité. Et une autre façon de le dire, c'est nitrate et potassium sont des ions spectateurs. Donc ce qui va nous intéresser, c'est uniquement les ions Ag+ ou Cl-, et les autres, on les oublie. Alors dire si on observe un précipité de HgCl et trouver l'état final dans les deux cas suivants, comme j'ai dit, il va y avoir un cas ici et l'autre ici. On n'aura pas le cas juste saturé. Soit il n'y aura pas assez d'ions, soit il y aura trop d'ions. Donc vous avez deux cas, petit a et petit b. Donc on va commencer par petit a.
Donc, vous avez des concentrations dans le mélange. Ça, c'est les concentrations une fois qu'on a fait le mélange. Et on veut savoir si ça forme un précipité. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on doit raisonner à l'envers à partir du solide. On écrit l'équation de dissolution du solide. On calcule la valeur du quotient correspondant à cet équilibre-là. Et après, on regarde la valeur par rapport à la valeur de Ks. Donc, on comparera à Ks. Alors, quelle est la réaction de dissolution? Donc, on l'écrit à l'envers, comme j'ai dit tout à l'heure. On part du solide qui donne les ions, même si au début, c'est l'inverse. On a Ag+, et Cl- mélangés, ça, c'est les réactifs. Et on veut savoir s'ils se forment du produit. Mais pour faire la résolution, le plus simple, c'est de raisonner à l'envers. Alors, quelle est la valeur du produit de solubilité Ks? Vous, on ne vous a pas donné directement Ks. On vous a donné pKs. Alors, rappelez-vous, pKs, ça ressemble à pKa. pKa, c'est les constantes acido-basiques. Par exemple, pour l'acide éthanoïque et forme éthanoate, vous avez pKa égale à 4,8 à peu près. Donc, pour avoir l'expression de Ks, voilà, on fait 10 puissance moins pKs. Corentin, bravo. Donc, 10 puissance moins pKs, 10 puissance moins 9,7. Et donc, quand vous faites l'application numérique à la calculatrice, ça fait 2,10 moins 10. Vous voyez que ça, c'est une valeur très petite, 2,10 moins 10. Dans le cas du sel NaCl, on en avait une valeur 36. Donc, 2,10 moins 10, ça veut dire que c'est très peu soluble. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir calculer l'expression de Ks. Ks, la valeur de 10-10, c'est une constante de réaction de l'équilibre avec du solide. Donc, si on a Ks égal, c'est qu'on a supposé qu'on a du solide. Donc, par rapport à l'équation bilan qui est ici, on multiplie les activités Ag+, Cl-, ça c'est au numérateur, et en bas, on divise par l'activité du solide qui fera 1. Et les concentrations qu'on va obtenir, l'activité d'Ag+, et sa concentration, Cl-, l'autre concentration, ce sont les valeurs maximales dans le cas où on a du solide. Il reste du solide. Donc là, on est dans le cas où Ks est pile égal à la valeur de 10-10. Donc nous, on va regarder quelle est la valeur de QR0, puisque comme j'ai dit tout à l'heure, ici, il faut comparer la valeur de QR0 à la valeur de Ks. Il faut calculer QR0 et comparer avec la valeur Ks égale à 2-10-10. Donc, premier cas, 10-6 mol par litre et 2-10-6 mol par litre. Le quotient réactionnel initial, quand vous multipliez 10-6 par 2-10-6, ça, même si on est mauvais en maths, on y arrive. Donc, ça fait 2-10-12. Et vous voyez que là, il n'y a pas d'unité. Hein. J'ai 10-6 mol par litre. Mais quand j'écris le quotient de réaction ici, c'est comme si j'avais concentration divisée par C0, 1 mol par litre. Donc, le quotient de réaction, c'est le produit des concentrations, mais sans les unités. Alors, 2-10-12 qu'il faut comparer à 2-10-10. 2-10-12, c'est plus petit. 10-12, c'est 100 fois plus petit que 2-10-10. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas suffisamment d'ions pour qu'ils réussissent à faire une précipitation. Donc, il n'y a pas de précipitation et le mélange, on dit qu'il reste limpide. Alors, entre nous,
10 moins 6 mol par litre, c'est comme si on n'avait rien mis. Hein. Moi, je ne demande jamais à mes laborantins de faire des solutions à 10 moins 6. 10 moins 6, c'est comme s'il n'y en avait pas. Souvent, on dit 10 moins 1, 10 moins 2, 10 moins 3, 10 moins 6. Il y en a vraiment très peu. Alors, quel est l'état final dans ce cas-là? Eh bien, l'état final, c'est exactement l'état initial. C'est-à-dire, vous avez mélangé des concentrations ici et vous avez les ions à la même concentration parce qu'il ne se passe rien. Il n'y a pas de réaction de précipitation. Donc, l'état final, c'est l'état initial. Donc, on n'a pas de précipitation et on a exactement ce qu'on avait au début. Alors, le cas petit b, évidemment, ça va changer. Hein, vous avez compris qu'il y avait 2 cas possibles, donc on en a fait un, on va faire l'autre. Donc, si vous faites le produit, on a remplacé les 6 par des 4, et donc vous obtenez une valeur de quotient réactionnel initial de 10-8. Comparaison AKS, cette fois, la valeur, elle est trop grande. Elle est 100 fois trop grande maintenant. On a quotient réactionnel qui est trop grand par rapport à KS qui est un produit à l'équilibre. Ça veut dire qu'on a mis trop d'ions dans le système, il y a trop de Ag+ et de Cl- dans la solution pour qu'ils puissent rester solvatés avec l'eau, et donc il va y avoir une réaction de précipitation de AgCl, c'est-à-dire les ions Ag+ et Cl-, ils seront trop nombreux et donc incompatibles, et donc ils vont réagir l'un sur l'autre. Alors quel sera l'état final? Eh bien l'état final, on aura eu une réaction de précipitation. Donc cette réaction de précipitation, regardez comment je l'ai écrit. Là, je l'ai bien écrit dans le bon sens par rapport à tout à l'heure. Le raisonnement que j'ai fait au début, j'étais dans le sens de la solubilité. Et maintenant, le raisonnement que je fais pour trouver l'état final, je suppose que la réaction de précipitation se fait. La précipitation, vous voyez qu'elle est à l'envers de la réaction de dissolution. Donc, on fait un tableau d'avancement, toujours en mol par litre. Donc, on a 10-4 mol par litre d'Ag+. Ça, c'est les consignes de l'énoncé. 2 10-4 ici pour Cl-, et AgCl, à l'instant initial, on suppose qu'il n'y en a pas, il est absent. On suppose que c'est une fraction de seconde juste après le mélange, il n'y a pas encore le solide, mais ça ne va pas tarder. Et donc, au moment où le solide se fait, il va y avoir, j'appelle X, le nombre de moles par litre de Ag+ qui disparaissent avec le même nombre X Cl-, et donc ici on aura formé X mol pour 1 litre de solution. Je suis obligée de l'écrire comme ça, X mol pour 1 litre, puisque je répète, un solide, on n'a pas le droit de donner sa concentration en mol par litre. Or, dans le tableau d'avancement, toutes les valeurs, ce sont des concentrations. Je n'ai pas le droit de parler de concentration pour un solide. Donc, j'ai mis X mol pour 1 litre. La question, c'est de trouver la valeur de X. Donc, pour savoir si cette réaction se fait ou pas, si elle est totale, il faut calculer la constante de réaction. Je vais la noter Kr. R comme réaction, constante de réaction. Alors, la constante de réaction, c'est quoi? C'est l'activité des produits divisée par l'activité des réactifs. Alors, les produits, les solides, ça fait 1. Et le réactif, c'est Ag+ fois Cl-. Et en fait, vous vous rendez compte que ce calcul de constante de réaction, il est exactement à l'envers de celui qui est là, où on avait Ag+ en haut
et Cl- en bas. Donc, en fait, la constante de réaction, ça va être 1 sur Ks. Le Ks, on l'a calculé, ça valait 2,10-10. Donc, l'inverse de 2,10-10, l'inverse de 2, c'est 1,5, 0,5. Et l'inverse de 10-10, c'est 10 plus 10. Donc, vous avez une valeur 0,5 10 puissance 10 ou bien 5 10 puissance 9. C'est très grand devant 10 puissance 3, 10 puissance 4. Donc ça implique que la réaction de précipitation qui est là, c'est une réaction totale. Et elle va se faire jusqu'à épuisement du réactif limitant. Donc le fait que ce soit une réaction totale, c'est tout à fait logique avec le fait qu'on ait dit que ce soit peu soluble. C'est peu soluble. Et d'ailleurs, pour que ça soit soluble, il faut avoir des concentrations extrêmement faibles. Donc là, ça confirme que c'est très peu soluble. C'est l'inverse du NaCl qui est très soluble. Donc, quel est le réactif limitant entre Ag+ ou Cl-? On en enlève la même quantité, puisque c'est 1 mol pour 1 mol. Donc, celui qui va s'épuiser le premier, ça va être celui-là. Et donc, on va avoir ici, ça s'épuise, il n'y en a plus. Donc, la valeur de X, c'est 10-4 mol par litre. Donc, si vous remplacez ici 2 10-4 moins 10-4, il va vous rester 10-4 mol par litre. Et le solide, on en aura créé 10,4 mol pour 1 litre de solution. Donc, si vous avez 500 millilitres, vous aurez la moitié en mol. Donc là, on raisonne en mol pour 1 litre de solution. Et donc, quel est l'état final? Eh bien, l'état final, on observe le précipité de HgCl et les concentrations qu'on aura à l'équilibre. Ag+ à l'équilibre, on a vu qu'il n'y en aurait plus, donc quasiment 0. Et Cl- à l'équilibre, 10,4 mol par litre. J'ai mis 2 points, mais ça me prend tout seul. Voilà. Donc après, vous avez des exercices à chercher tout seul. Alors les 2 premiers, c'est exactement la même chose que ceux qu'on a vus tout à l'heure. Donc il faudra faire attention, il va y avoir des coefficients stoichiométriques, parce que là, il va y avoir 2 ions Ag+, et le chromate, on ne vous dit pas la formule, mais le chromate, c'est CrO4 2-, puisqu'on sait qu'il y a Ag+, un solide, c'est globalement neutre. Et dans le deuxième, pareil, attention aux coefficients stoichiométriques. Là, vous voyez qu'on a Ca3, ça veut dire qu'il y aura 3 ions calcium. Calcium, Ca2+. Et là, on libère 2 mols d'ion phosphate. Phosphate, du coup, ça va être PO4 avec une certaine charge de manière à ce que le solide ici soit neutre. Donc, comme le Ca, c'est Ca2+, le PO4, il faut que ce soit PO4 3-. Donc, c'est exactement la même méthode de résolution qu'on a vue tout à l'heure. Attention aux coefficients stoichiométriques, c'est là qu'il y a le plus d'erreurs qui se font. Et ensuite, les 2 autres exercices, ça combine la précipitation et la redox. Donc, vous avez une électrode d'argent avec une solution Ag+, il faut trouver la relation de Nernst, etc. Et dans le dernier exemple, c'est une pile. Une pile où vous avez aussi l'électrode d'argent avec en contact une solution Ag+. Voilà, donc là aussi, il faudra écrire la relation de Nernst. Donc, ces exercices, vous les chercherez tout seul en autonomie. Je vais vous envoyer la correction et donc je vous fais confiance pour jouer le jeu, pour le chercher tout seul. Est-ce que vous avez des questions sur ce cours sur les précipitations ?